Et justement, je pense que à ce moment-là, s'est posé ce problème chez certains qui ont compris le danger de la persistance de l'idée de Boumediene, c'est-à-dire de la persistance de l'idée de faire que l'armée soit la colonne vertébrale de l'État, qu'elle assure la pérennité du système. La solution, c'est que il y avait deux options. Soit faire assurer la sécurité publique et bien entendu la sécurité intérieure et extérieure du pays par l'armée, soit limiter le rôle de l'armée à sa tâche constitutionnelle reconnue et institutionnellement définie. Préserver l'unité nationale, défendre les frontières, etc. Et développer des corps de sécurité parallèles, renforcer la gendarmerie, renforcer la police et créer des corps annexes à la police. C'est ce qui s'est fait. À partir de 86 pratiquement, on a vu apparaître ces corps des GIS. C'est une création, je crois, de Bekher, quand il était au ministère de l'Intérieur, je crois. C'était à cette époque-là. Il a été ministre de l'Intérieur. Il était ministre, mais après. Oui. Donc, on a vu cette création. Oui, c'était pas lui, c'était. Oui, c'était Hadil Khdir. Donc, on a vu se consolider, se moderniser, entre guillemets, ce corps de police, ce corps de la police nationale, avec des unités d'intervention, c'est-à-dire qu'il y a un étoffement, comme si, quelque part, on avait prévu des renversements de situation et des troubles. Ah, ça m'intéresse. On avait commencé à percevoir la possibilité, l'éventualité de troubles qui allaient agiter l'Algérie, comme ces troubles avaient agité le Maroc, avaient agité la Tunisie, avaient agité l'Égypte. Si je pars de cette conclusion, Lakhtar, est-ce que le scénario, j'allais dire, ou l'hypothèse, très connue d'ailleurs dans les milieux universitaires, médiatiques, journalistiques, politiques, etc., que les événements d'octobre étaient programmés? C'était une provocation d'un certain nombre de clans à l'intérieur du pouvoir contre d'autres clans à l'intérieur du pouvoir, en utilisant la société comme un moyen, j'allais dire, un paravent. C'est-à-dire... Exact. Mais ça a été une khalotata. Est-ce que tu crois, toi, en la thèse d'événements provoqués, programmés, préparés par des groupuscules à l'intérieur du pouvoir, aussi bien de la police que de l'armée, de la sécurité militaire, etc. Est-ce que ce n'était pas une sorte de coup d'État à l'intérieur du pouvoir? Tentative contre Chadli, etc., pour déstabiliser le pouvoir? C'est toujours ma démarche est une lecture qui n'engage que moi et avec les limites de mes informations et les limites probablement du point de pertinence que j'essaie de définir et de poser comme socle méthodologique d'analyse. En toute modestie, ce n'est pas du tout une manière de faire l'intéressant. Je crois que si on voyait les résultats, qui a payé les pots cassés de 88? L'armée. À qui ça a profité et qui a payé les pots cassés? Les pots cassés ont été payés par l'armée. D'autant plus que, pas seulement sur le plan intérieur, mais sur le plan international, l'armée algérienne a été discréditée. Elle a tiré sur la population. Ce n'est pas la première fois que l'armée tire sur la population en Algérie. Il faut le rappeler. Un certain Monchot, oui, on l'a déjà dit. À Annaba a tiré sur la population qui manifestait à Annaba. Malheureusement, on a oublié ça, c'était passé. Et à l'époque, ça a tiré parce qu'il y avait deux raisons. Il y avait le soulèvement de la population d'Annabi contre le coup d'État militaire de 65. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des émeutes dans la ville d'Annaba. Et la deuxième fois, quand les services de police et de gendarmerie de la ville de Annaba étaient débordés par des manifestations des ouvriers du complexe, et Ataïlia a fait intervenir l'armée contre les manifestants.
Ça, ce sont des choses qui montrent qu'au sein de l'armée, et Ataïlia était besoin de le rappeler, c'est quelqu'un, comme on disait autrefois, le Mouhadramin, ceux qui étaient avant l'islam et ceux qui sont entrés dans l'islam. Ataïlia, il est de l'ALN et il a continué dans l'ANP. Donc, c'est un de ces officiers qui sont des continuateurs, donc d'une certaine manière, et ceux qui se sont adaptés à la nouvelle fonctionnalité de l'ANP, en tournant quelque part leur regard de leur passé, si prestigieux il avait été. Est-ce que, à ton avis, Lakhdar, si tu permets, est-ce que le fait, et tu viens de le dire, le premier perdant, le plus grand perdant de ce qui s'est passé pendant les événements d'octobre 88, c'est l'ANP, c'est l'armée. Indiscutable. Si on avait impliqué l'institution militaire, c'est-à-dire l'armée traditionnelle, dans une affaire qui en réalité relève de la sécurité publique et de la sécurité intérieure, absolument, et essentiellement une affaire politique. Absolument. Si on avait impliqué l'armée dans une affaire, et on va voir plus tard en 92 la même chose, est-ce qu'à ton avis, ça ne dénote pas d'une sorte de passage d'une armée classique, traditionnelle, dont les missions sont de nature de protection? La nature d'une armée, c'est de protéger sa nation. Absolument. Par contre, ce passage de l'armée à la répression, cela veut dire que l'institution militaire est passée d'une institution classique traditionnelle à une institution sécuritaire répressive. Absolument. Et là, il faudrait faire la différence entre l'armée et les services de sécurité qui sont de nature répressive. Est-ce que tu ne penses pas que ce passage a achevé en quelque sorte l'institution militaire traditionnelle et que le pouvoir réel est devenu entre les mains, est tombé dans les bras de l'institution sécuritaire qui a pris de l'ampleur? Si tu me permets une hypothèse aussi, ce ne sont que des questions, je n'ai pas de réponse, je le dis, même si à l'époque j'étais en Algérie en 88, j'étais un observateur. Et je n'étais pas suffisamment sur mes gardes parce que je venais de revenir depuis quelques mois. Je suis revenu en septembre 1986 pour reprendre un poste à l'université enseignant. Mais j'ai observé, d'autant plus qu'à l'époque, je fournissais la revue Nejma que j'avais créée et qui continue à être éditée. Je la fournissais en texte, en article, en compte rendu. Et j'ai fait un reportage modeste sur ce qui s'est passé, puisque j'ai couru les rues d'Alger à pied, je suis allé un peu... Moi j'ai vécu les événements d'octobre à Alger. Absolument. Oui. Donc, j'avais publié 2 ou 3 textes dans cette revue Le Joie. Donc, il me semble que, quelque part, tu as bien fait de distinguer déjà à cette époque entre l'armée, le corps militaire, et les services de sécurité. Ah oui, c'est important. C'est très important. Et en particulier les services de sécurité de l'armée, c'est-à-dire la sécurité militaire. Pourquoi il faut les distinguer? Parce que si l'armée est intervenue essentiellement pour faire pour tenir le rôle de la police, c'est ça, qui était débordée totalement. C'est que d'abord, quelque part, les gens qui ont initié les manifestations ont voulu leur donner un caractère insurrectionnel. Rébellion contre l'État. Rébellion contre l'État. On se souvient... Désobéissance civile. Pas seulement ça, on se souvient qu'à l'époque, on avait parlé de gens qui, de l'intérieur des cortèges, ont tiré sur des policiers, ont tiré sur l'armée. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ce n'étaient pas des gens qui étaient infiltrés? Parce que je vois mal, sauf à être des bandits, des citoyens. Je vois mal des citoyens armés dans un pays comme l'Algérie, très jaloux, où l'État est très jaloux de son autorité, et qu'il avait désarmé la population, y compris la population des campagnes. Il n'y a pas d'autorisation de port d'armes en Algérie, sauf pour les gens qui sont du métier. Et il n'y a plus de métier d'armurier. Ça n'existe plus.
On ne vous vend même pas un couteau de parachutiste, un couteau de chasse, le chasse sous-marin. Il faut une autorisation. Il faut que les gens comprennent ça. Donc, quelque part, on a initié un mouvement de mécontentement et j'étais dans les rues et j'ai couru les rues. L'impression que j'avais eu le départ, c'était toujours les départs de manifestation, c'était des adolescents, c'était des enfants chahuteurs. Ensuite, on voyait arriver derrière les enfants chahuteurs des gens qui étaient loin d'être des enfants. Effectivement, très entraînés dans des voitures banalisées, avec des cagoulés. Moi, j'ai vécu ça à l'université d'Alger. Bien sûr. Donc il y avait vraiment Takhlat Tassah. Takhlat, il a ses spécialistes. Takhlat. Et dans cette histoire de Takhlat, il se trouve que probablement que les services spéciaux de l'armée, c'est-à-dire les services de la sécurité militaire, eux-mêmes ont travaillé, et je prends mes responsabilités en le disant, à discréditer l'image de l'armée algérienne. Parce qu'ils ont pratiqué la torture sur les gens. Oui, les témoignages sont là. Le fameux livre de Sass sur octobre 88, là où il y a des témoignages contre des militaires de haut rang qui ont pratiqué la torture. Bien sûr. Moi-même, j'ai écrit un texte qu'on retrouvera dans ce... J'ai publié un texte dans une étude collective, un colloque qui s'est tenu à Paris 8 sur les émeutes au Maghreb, et j'ai fait un texte sur la base d'un recueil qui avait été fait à l'époque par ce qu'on a appelé plus ou moins un peu dans les mois qui ont suivi le RAIS, le regroupement des intellectuels. Il y a quelqu'un qui a fait des témoignages, c'était essentiellement des cellules de l'ancien PAX qui avaient fait des enquêtes auprès de militants du PAX qui avaient été enlevés, torturés le 4 octobre, la veille. C'est très curieux quand même. Enlevés, torturés dans le camp de Sidi Fraj. Et on donnait des noms de gens, des noms de tortionnaires, etc. Et l'histoire, celle que j'ai exposée dans un colloque, c'était l'histoire d'un type qui s'appelait Aras Al-Kabous. Ah oui. C'est une horreur. Ah oui. Une horreur, absolument une horreur. Donc vraiment, c'est quand même la première fois, alors que les opposants politiques, dont Mohamed Boudiaf, plus tard Mohamed Harbi, Bachir Hajali, diront qu'ils ont été torturés par la sécurité militaire algérienne au moment où ils avaient été arrêtés. Mais c'était des individualités. Là, c'est une pratique systématique de torture. Ça veut dire qu'on montrait sous les feux de la rampe, parce que l'opinion internationale était informée, il y avait beaucoup de reporters, effectivement, etc. On montrait une pratique systématique de la torture. C'était un comportement digne des parachutistes de Massu et de Bijar. Et là aussi, on a voulu donner de l'armée algérienne l'idée ou l'image d'une armée latino-américaine. Et l'image latino-américaine, c'était l'image repoussoire qui avait couru dans le monde entier et qui avait permis, je dis bien, c'était machiavélique, elle avait été beaucoup développée par l'Occident, elle avait permis à l'Occident de se dédouaner, en disant, vous voyez que nous condamnons les putschistes et les pronunciamentos qui, en plus de cela, recourent à des méthodes barbares de dictature et de torture. Donc, l'armée algérienne, l'image qui était donnée à partir d'octobre 88 confortait cette idée que il faut coûte que coûte que l'armée rentre dans ses casernes, que l'armée disparaisse de la vie politique et qu'elle s'en tienne à ses fonctionnalités anciennes. Si ça devait se réaliser, c'était véritablement la fin du boumediénisme. On peut dire à ce moment-là que c'est la fin du boumediénisme. Est-ce qu'à ce stade-là de
de l'implication de l'armée, des pratiques de torture sur les manifestants, il y a eu même des disparus, le phénomène des disparus aussi, outre celui de la torture, a toujours existé également. C'est-à-dire les disparus est un phénomène qui n'est pas forcément lié aux événements qui ont suivi donc le processus de suspension du processus électoral 92, etc. C'est un phénomène un peu plus ancien et qui date depuis l'indépendance nationale. Pratiquement depuis juillet 62. Très bien. Alors, est-ce qu'à ton avis, parce qu'il y avait un double processus, un processus musclé contre la société, donc on avait l'impression qu'il y avait réellement, et en termes d'analyse sociologique, un mouvement social, une émeute sociale, un rejet de la société, du pouvoir, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, parce qu'il faut le rappeler en termes symboliques, pour schématiser, il faut le rappeler que les Algériens, moi j'ai vécu comme toi, comme beaucoup d'Algériens, nous sommes tous de cette génération maintenant, deux grandes revendications, qui symbolisaient par deux choses. Un sac vide de semoule et des revendications de liberté. Nous revendiquons. D'ailleurs, ça me rappelait à l'époque déjà, je disais à l'université, je disais que ça me rappelle un passage extraordinaire du livre de Farhat Abbas, L'indépendance confisquée, dans son chapitre de dictateurs en compétition, et là il parlait de Boumediene et de Ben Bella et de Boumediene. À la fin il dit, car ces enfants, c'est-à-dire il parlait de la jeunesse algérienne, bien sûr. à l'instar des Polonais, c'est-à-dire des enfants polonais dans leur mouvement, sortiront un jour dans la rue pour revendiquer leur liberté et leur pain. Donc la double notion, il y avait une liberté et pain. Est-ce qu'à ton avis, à ce moment-là, il n'y avait pas une autre manipulation? C'est-à-dire des gens qui ont voulu manipuler cette revendication, ce mouvement, ces émeutes qui étaient réelles sur le plan de la société, bien sûr. mouvement de la société.